Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV depuis l'hôtel Le Lac à Talloires. Nos invités aujourd'hui, Vincent Defrane. Il est champion olympique de biathlon, mais il viendra nous parler de son rôle auprès du CIO, le Comité international olympique. Il viendra nous parler également de la fondation Somfy, dont il est le directeur depuis 2011. Nous recevrons ensuite Catherine Calmels. Elle est directrice générale d'Alpexpo. Elle nous parlera de l'actualité de ce grand centre d'exposition et de congrès basé à Grenoble. Tout cela, c'est à découvrir maintenant. C'est dans 2 heures de marche sur Montagne TV. Vincent Defrane est aujourd'hui notre invité. Je suis ravi de te recevoir, Vincent. Comment ça va? Ça va, merci. Pleine forme. Merci de m'inviter. Oui, ça va bien. C'est la première fois que j'ai un champion olympique du Doubs sur ce plateau. Oui. Je dis ça comme ça en aparté, puisque les caméramans, celui qui est derrière là-bas et celui qui est juste derrière est également du Doubs. Pas forcément des champions olympiques, ceux-là. Vraiment. Champion olympique, on reparle de l'année, c'était en... C'était en 2006. C'est pas si loin. Non, non. Je comprends que tu es Ça encore la passe ligne vite, alors. ça Je passe comprends que vite. tu as encore la ligne. Et puis surtout, ça a mis les autres sur les rails, et j'ai envie de dire l'équipe de biathlon, parce que maintenant, on collectionne les médailles, ça ne s'arrête plus. Oh, ça roule, c'est facile. Non, Ça- c'est vrai qu'il y a une belle équipe de France. Que ce Belle soit équipe chez les de garçons France, ou chez les filles, ça marche bien. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir des aînés aussi très performants qui m'ont fait rêver et qui m'ont Bien donné sûr. envie de faire aussi bien qu'eux. Ça a marché, et puis ça marche maintenant pour d'autres, donc c'est bien. Ouais. Bien sûr, il y avait un terrain de jeu propice en même temps. Le Jura, c'est effectivement je vais dire un massif qui est connu pour le ski de fond. Ouais, le ski nordique dans toutes ses formes. C'est vrai que Ouais, c'est une terre fantastique pour Tu faire du pratiques ski. toujours? Oui, bien sûr. Enfin, forcément beaucoup moins. Oui. Parce que j'ai moins le temps, mais aussi moins envie, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais ouais, quand on est skieur, on est skieur. Ouais. Alors c'est ton emploi du temps justement qu'on va évoquer maintenant, parce que tu en fais des choses. Tu es, alors on va dire quoi, consultant ou expert auprès du CIO? Oui, consultant, oui, Consultant. expert, c'est un peu pompeux. Puis surtout, là, concrètement, je travaille pour le CIO en tant que consultant sur certains programmes, et notamment des programmes qui touchent aux Jeux de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse. Alors les béotiens, tout comme moi, on croit que le CIO, c'est là uniquement pour organiser les Jeux olympiques et pour l'été et pour l'hiver, mais c'est toute l'année que de nombreuses personnes comme toi y travaillent. Pour faire quoi exactement? C'est de l'encadrement, c'est de la formation, c'est du suivi d'athlètes, c'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses forcément, parce que les Jeux olympiques, bien sûr, c'est une grosse compétition tous les 4 ans, enfin tous les 2 ans en alternant hiver-été. Et il y a les Jeux olympiques de la jeunesse maintenant, il y a aussi d'autres choses, de nombreux programmes qui sont gérés par le Comité international olympique. Et tout ça, ben, ça ne se prépare pas la veille forcément, ça Bien se prépare en amont. Une ville qui reçoit les Jeux olympiques et on lui dédie cette organisation 7 ans avant, donc là c'est vraiment un gros parcours. Et le but du CIO, c'est d'accompagner les villes hôtes de ces Jeux olympiques pour la bonne organisation de ces Jeux olympiques, mais aussi de nombreuses autres choses, comme tu le dis, il y a la commission des athlètes qui notamment se réunit pour travailler et mettre les athlètes lors des Jeux olympiques, mais aussi dans d'autres programmes qui suivent leur carrière dans les meilleures dispositions possibles. Donc c'est vrai que c'est assez varié, le mouvement olympique est très vaste et donc il y a besoin de beaucoup de monde qui travaille très dur. Alors c'est suivre des athlètes qui sont déjà arrivés à un niveau d'excellence, je dirais pour certains, mais c'est aussi à un moment donné suivre des athlètes qui sont peut-être aux prémices d'une carrière prometteuse. Oui, c'est ça, et c'est l'âme et l'objectif des Jeux olympiques de la jeunesse. Ils ont été créés pour ça, pour déjà créer une compétition sportive pour les jeunes olympiques de très haut niveau, mais aussi d'y ajouter à cette compétition sportive tout un accompagnement pendant l'épreuve qui se traduit par la mise en place d'un programme qu'on appelle programme culturel et éducatif et qui a pour but justement d'accompagner les jeunes athlètes dans leurs premiers pas. C'est pas les tout premiers, mais c'est les seconds pas parce qu'ils sont déjà bien confirmés et déjà un peu à fond dans leur carrière. Mais c'est justement à ce moment-là, il faut les accompagner dans leurs premiers pas vers la carrière de très haut niveau. Et c'est pas forcément simple, c'est fantastique, mais c'est pas simple. Donc on a besoin, et le CIO le fait très bien, de les accompagner. Sur ces Jeux olympiques de la jeunesse, est-ce qu'il y a autant de nationalités que pour les Jeux olympiques classiques? Oui, il y a Autant de nationalités représentées? Voilà, alors que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, il y a différents comités olympiques, nationaux olympiques qui participent. Mais c'est vrai qu'il y a 204 comités nationaux olympiques dans le monde et autant de comités nationaux olympiques qui peuvent s'inscrire et inscrire des athlètes aux Jeux olympiques de la jeunesse. Ça se passe sur les mêmes sites que les Jeux olympiques Pas du tout, d'hiver ou non. d'été? Non, À ce chaque sont fois, ça des change, hein. villes hôtes nouvelles qui sont vraiment qui ont la charge de l'organisation de cet événement. La première édition a été organisée par Singapour en 2010 et la prochaine à Nanjing en Chine en 2014.
D'accord. Aujourd'hui, le CIO, ça te prend combien de temps sur ton emploi du temps? Alors ça varie beaucoup parce qu'en fonction du programme que je gère, mais c'est vrai que ça peut aller de quelques heures dans la semaine à un temps plein suivant les périodes. Ceci étant, c'est pas très loin. Vous êtes basé à Lausanne, c'est ça? Oui, c'est ça. Le CIO, il faut juste faire attention au radar sur l'autoroute, parce que les Suisses ne rigolent pas, mais autrement, tout le reste, ça va plutôt bien. À côté de ça, parrain des Jeux militaires d'hiver qui ont eu lieu cette année ici à Annecy. On en parlait il y a quelques semaines avec l'organisation justement de ces Jeux. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Belle organisation cette année et surtout vraiment l'intérêt du public? L'intérêt du public, l'intérêt du territoire, parce que c'est vrai que ça a été fort d'organiser ça aussi bien, mais ça j'en avais peu de doute parce que connaissant les organisateurs, c'était garanti que l'événement serait une réussite. Parce que quand on a des gens qui font bien leur travail, il y a une belle réussite au bout. Et ça a été le cas pour ces Jeux militaires, Jeux mondiaux militaires. On a envie de dire Jeux olympiques militaires, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça a pris une importance assez grosse. Et c'est vrai que ça a été un bel événement. Et ça a été bien, en effet, le public a été intéressé, a suivi les compétitions. C'est vrai que c'est des compétitions de très haut niveau, parce que dans les rangs militaires, il y a aussi, en tout cas pour les sports d'hiver, des athlètes de très haut niveau. Il y avait Martin Fourcade au départ, il y avait Dario Colonia pour les Suisses. Donc le niveau pour gagner des Jeux mondiaux militaires est très très élevé. Alors il y a une autre casquette que tu as maintenant depuis 2 ans, c'est ça à peu près? Oui, directeur d'une fondation qui est la fondation Somfy. Alors Somfy, on connaît bien sûr, c'est une société qui est installée pas très loin de chez nous, ici à Cluses. C'est une société qui fait effectivement tout ce qui est produits store, portail, domotique, qui sont également venus dans ce domaine. La fondation Somfy, ça consiste en quoi exactement? Ça consiste à exprimer une certaine responsabilité de la part de l'entreprise. Alors c'est une grande phrase, mais derrière ça, c'est vraiment une entreprise, Somfy, comme d'autres le font, qui souhaite s'impliquer dans les territoires où elle développe son activité économique. Et c'est vrai que l'activité économique, tu l'as dit, c'est d'améliorer les cadres de vie par les produits Somfy qui sont développés et vendus. Et ça améliore, ça apporte du confort à des gens qui ont déjà un toit, un confort certains et qui veulent améliorer encore leurs conditions avec de l'adaptation, avec du confort tout simplement. La démarche de la Fondation, c'est de se positionner sur ce même domaine de l'habitat, mais d'y avoir une action citoyenne sociale sur une problématique de précarité de l'habitat et soutenir les gens qui ne sont pas forcément des clients Somfy et dont la préoccupation est simplement d'avoir un habitat décent. On ne parle pas de logement social dans ces cas-là, on parle de mal logement ou logement mal entretenu, c'est ça? Oui, tout complètement. C'est vrai que le mal logement, c'est un mal. Un mal-être, bien sûr. Un mal-être en France qui est sérieux. On parle de près de 5 millions de personnes qui sont considérées être et vivre dans des conditions de mal logement. Et donc la Fondation Somfy s'y attelle. On s'y attelle au quotidien en soutenant des projets associatifs d'intérêt général qui sont menés par des porteurs de projets qui ont envie d'améliorer les conditions de vie des gens qui sont dans des conditions qu'on ne peut pas accepter en France. Alors quels sont tes interlocuteurs dans ces cas-là? Ce sont les mairies, les conseils régionaux, les ministères peut-être? On a certaines collaborations avec des pouvoirs publics, mais principalement on se focalise sur l'action du secteur associatif, du domaine associatif qui porte des projets. Ça peut être, on a particulièrement un programme de soutien fort au mouvement Emmaüs France, parce qu'on a identifié que Emmaüs France était l'acteur phare pour les gens qui sont en problématique de logement, qui se retrouvent à frapper à la porte d'Emmaüs en demandant du soutien et qui vivent au sein des communautés Emmaüs en devenant des compagnons d'Emmaüs. Et on soutient via la Fondation fortement le mouvement Emmaüs via divers programmes. Des programmes qui nous permettent de leur apporter du soutien financier, mais aussi du soutien humain, parce que les collaborateurs de l'entreprise Somfy peuvent participer, s'ils le souhaitent, à des actions pour apporter déjà leurs compétences sur certains projets des associations, mais aussi leur bonne volonté en étant bénévole, en étant de bonne volonté, comme on dit chez Emmaüs, en donnant la main, en aidant aux journées de vente chez Emmaüs, en aidant à la préparation de ces journées. Voilà. Donc on soutient des acteurs comme celui-ci ou d'autres associations qui sont soit très grosses, parce qu'il y a des grosses associations très fortes et très impactantes sur cette thématique en France, mais il y a aussi des tout petites associations qui sont naissantes et qui ont besoin de soutien comme les nôtres. Alors Somfy, c'est une marque, c'est une image forte en même temps dans la région et au niveau national. Il y a également dans la région plein d'autres sociétés spécialisées dans le bâtiment. Est-ce qu'elles viennent rejoindre la Fondation Somfy pour aider justement
au mal logement? Alors on est en train de travailler avec d'autres fondations d'entreprises ou d'autres entreprises via leur comité d'entreprise ou des choses comme ça, qu'elles soient locales ou même un peu plus loin, pas forcément en Haute-Savoie ou en Rhône-Alpes, mais on travaille avec oui, d'autres partenaires pour monter des projets en commun pour au final apporter un peu plus encore de soutien à ces projets associatifs. Votre secteur d'activité, ça se base sur la région Rhône-Alpes ou simplement sur les deux Savoies? Non, on est sur toute la France. C'est sûr qu'on a plus pour l'instant de soutien qui sont destinés à des projets qui sont portés et menés à bien en région Rhône-Alpes. Aussi parce qu'on est plus sollicité, parce que les gens nous connaissent beaucoup dans cette région, parce que c'est notre berceau. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a notre territoire d'action et pour l'instant la France. Et puis on a aussi la volonté à terme d'embarquer, si je peux dire, dans ce projet, les filiales du groupe Somfy qui sont présentes dans près d'une 60aine de pays. Et on sait que le mal logement, il y a de nombreuses façons d'être mal logé, mais il y a aussi de nombreux endroits où on est mal logé dans le monde. Et donc il y a les mal logés beaucoup de besoins. et il y a les sans logis aussi. Alors bien sûr, on en a parlé dans les actualités nationales, dans toutes les chaînes de télévision, sur tous les journaux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la région Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'appartements qui sont, je veux dire, laissés à l'abandon pour certains ou totalement vides une grande partie de l'année et qu'on pourrait peut-être réattribuer à des mal logés ou à des sans logis? Oui, il y a des logements vacants qui sont inoccupés par leurs propriétaires. Alors pour diverses raisons, c'est une grosse polémique à chaque début d'hiver parce qu'il y a besoin d'accueillir des gens qui sont à la rue, qui sont dans le froid. Mais il y a de nombreuses structures qui ont quand même des moyens d'action. Le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, des foyers d'hébergement d'urgence, il y en a en Haute-Savoie aussi, bien sûr. Et on soutient des projets comme ceux-ci. Et c'est vrai que c'est plein de sens pour nous parce que le mal logement, c'est être mal logé, bien sûr. Mais la première des façons d'être mal logé, c'est de ne pas être logé du tout. C'est d'être à la rue. Bien sûr. Et ça arrive à certaines personnes qui ont un accident de la vie, qui peut arriver plus vite qu'on ne croit. Et c'est difficile de ne pas stigmatiser ces personnes-là parce qu'il y a des a priori autour des gens qui se retrouvent un jour dans la rue. Par contre, on s'aperçoit quand on côtoie les associations qui les accompagnent, ces personnes-là, que c'est souvent des personnes très méritantes qui ont besoin d'être aidées, d'être épaulées dans cette période difficile. Et c'est en ce sens-là que la Fondation, mais aussi surtout cette thématique du mal logement, prend toute sa valeur et son importance. Parce que c'est la Fondation Abbé Pierre qui dit ça, mais un problème de mal logement, ça n'est pas qu'un problème de mal logement. C'est un problème global parce que quand on a un problème de logement, on a toute une multitude de problèmes qui en découlent, on perçoit toute une multitude de problèmes. Donc toutes les thématiques sont bonnes à s'y atteler, mais c'est vrai que celle du logement et du logement indigne ou indécent, c'est quelque chose d'assez central au niveau social. Bravo Monsieur Chapeau-Bas. On savait déjà que tu avais du cœur en tant que sportif pour réaliser tous les exploits que tu as pu réaliser dans ta carrière. On sait maintenant que tu es un homme de cœur, tout simplement, à travers effectivement la Fondation Somfy et puis tout ce que tu fais pour le CIO aussi. Merci Vincent. Merci, à bientôt. À toi. Merci. Dans quelques instants, on va parler d'Alpexpo avec une actualité. Il y a une nouvelle directrice générale à Alpexpo. Elle s'appelle Catherine Calmels. Elle vient nous rejoindre. Comment la trouvez-vous notre région, Catherine? Magnifique. On est pas mal. Magnifique, montagneuse. Quand il y a du soleil, alors là, c'est le paradis. Je dis ça parce que je sais que vous appréciez, que vous goûtez maintenant à cette région. Vous êtes fraîchement arrivé dans la région depuis mars 2012. Un peu plus d'un an, oui, tout à fait. Vous connaissiez bien déjà, peut-être? Je connaissais la région montagne, oui, tout à fait, les Alpes en tout cas. Vous êtes originaire de quelle région? J'ai fait mes premiers pas à Chamonix. Très bien. C'est une belle référence. Vous êtes originaire de quelle région? Je suis originaire de la région parisienne, de parents lillois, ch'tis. Très bien. Et j'ai énormément vécu dans différents pays, donc je suis un peu un citoyen du monde. Hein. Oui, je suis un citoyen du monde, une citoyenne du monde. Votre carrière professionnelle vous a amené à travailler sur Bruxelles, New York, Barcelone, c'est ça? Tout à fait, oui. Et là, aujourd'hui, arrivé à Grenoble pour reprendre la direction d'Alpexpo, redonner un nouvel élan? Tout à fait. Un nouvel élan qui est déjà bien amorcé. C'est ce que j'allais vous dire. Avec 1 an et 2 mois, on a déjà fait du bon boulot. Je dirais pas, j'ai déjà fait du bon boulot, mais nous avons tous fait ensemble du très bon boulot à Alpexpo. Tout à fait. Alors, vous aviez déjà un bâtiment, j'ai envie de dire, qui était quand même quelque chose d'exceptionnel, qui avait été créé en 68, je crois, pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Et l'architecte, c'est pas non plus un nom totalement inconnu, Jean Prouvé. Jean Prouvé. Ça va? Donc, d'ailleurs, nous communiquons maintenant sur cette carte, je dirais,
magnifique que nous avons d'avoir eu un architecte comme Jean Prouvé pour la construction de nos infrastructures. C'était quelque chose qui n'était pas tellement mis en avant et que nous tenons à mettre en avant aujourd'hui. Il fait partie des grands noms de l'architecture du début du siècle dernier, j'ai envie de dire, avec Le Corbusier, avec Charlotte Perriand, c'est la même école, Mallet Stevens, tous ces gens-là. Et d'ailleurs, Nancy lui a consacré une très belle rétrospective cette année. Et c'est très mérité. On est tous allés à l'école assis sur des chaises dessinées par Jean Prouvé. Jean Prouvé, exactement. Mais on ne se rappelle plus forcément. On s'en rappelle plus forcément. Le bâtiment a été, je dirais, rénové et agrandi depuis. Il a été rénové. La ville a fait un plan de rénovation de 14 millions d'euros en termes d'infrastructures du clos et du couvert. L'année dernière, nous avons eu le plaisir de voir toutes les infrastructures externes du Grand Hall refaites, mais à zéro, à l'identique. Donc très beau boulot. Et l'année prochaine, toute la face avant du Grand Hall sera refaite avec une magnifique infrastructure rouge à l'intérieur, avec des boutiques, avec une poste, avec une banque. Ça va vraiment être une très très belle évolution. Vous avez déjà une surface d'exposition très importante. Très importante. On n'est pas loin de 52 000 m². 52 000 m². Tout à fait. Au total, le bâti du site fait 82 000 m². Et l'ensemble du site avec les terrains, les parkings fait 220 000 m². Tout au long de l'année, vous accueillez des foires, des expositions, des salons. Alors nous avons des salons calendrier qui et est la très chargé foire. déjà. Ah oui, tout à fait. Les salons et la foire, donc qui sont les salons et foires d'Alpexpo, ont une pérennité. Nous avons ajouté cette année donc un nouveau salon qui est Demeure Fleurs Saveurs sur la belle décoration, les belles saveurs. Et nous donnons carte blanche à un grand nom à chaque fois pour décorer le salon. Oui. Nous avons la foire qui est une incontournable. Même par rapport aux exposants en France que j'ai rencontrés récemment, ils disent que la foire de Grenoble est vraiment l'une des plus belles foires de France. Donc nous travaillons pour la faire encore évoluer, la rendre même plus internationale qu'elle ne l'était. Et au niveau des salons, nous avons toujours nos salons Artisa, Naturissima, nos 2 salons de l'immobilier, un pour chaque semestre, le SAM, qui devient maintenant, à partir de jeudi dernier, Mountain Planet. La prochaine édition, ce sera en 2014. La prochaine édition sera en 2014, 23-25 avril 2014. Salon de l'aménagement en montagne, de l'innovation, du matériel de montagne. On va en reparler d'ici quelques instants. Je voudrais parler de votre ambition première, qui est aujourd'hui d'internationaliser le site, faire venir effectivement des gens un petit peu de l'étranger. Vous allez aller chercher où ? Ah mais écoutez, on a 2 centres de congrès à Alpexpo. On a le centre de congrès Alpe Congrès et on a le centre de congrès Pelvoux. Et dans ces centres de congrès, nous accueillons des congrès internationaux. Cette année, au total, nous avons 7 congrès contre 1 les années précédentes. Très bien. Vous allez gonfler l'équipe pour cela ? On a gonflé l'équipe, on a restructuré l'équipe dans le sens où on a un peu déplacé certaines personnes qui étaient tout à fait aptes à travailler sur les congrès et qui sont venues renforcer l'équipe. Ça aussi, c'était une de vos ambitions et surtout un de vos choix. Ne pas perdre les équipes qui étaient déjà présentes, simplement peut-être de les replacer dans d'autres univers, garder le même effectif et le gonfler avec des gens qui, elles aussi, et ces personnes viennent de nationalités différentes. Tout à fait. Notamment, je parlais de Mountain Planet, nous avons engagé une personne allemande, une personne chinoise pour travailler avec nous sur Mountain Planet et nous avons une alternante du Sri Lanka. Très bien. Donc l'internationalisation, c'est la richesse. Moi, je pense que toutes ces cultures qui se mélangent, c'est la richesse. J'ai eu une équipe précédemment, 200 personnes, 40 nationalités. C'était extrêmement riche et extrêmement bouillonnant. Et c'était magnifique. Alors, parmi les points forts d'Alpexpo, il y a déjà l'exposition géographique. Et il y a surtout le fait que vous êtes desservi par le TGV, l'avion, c'est facile. TGV, aéroport, avec bien entendu Grenoble-Saint-Joire, qui fait venir des charters pour les congrès, avec Syntex pour les vols courriers normaux. Mais en fait, en termes d'accès, Grenoble est tout à fait facile d'accès dans le sens où nous avons les trains, nous avons l'avion, nous avons les autoroutes qui sont toutes proches avec la rocade, etc. Et il n'y a aucun problème pour accéder à Alpexpo. Et autre avantage, c'est l'hébergement. Vous êtes sur Grenoble, c'est une grande ville, il n'y a pas de problème d'hébergement. Pas loin de 3700 chambres d'hébergement. Et nous avons encore prochainement un nouveau 4 étoiles qui va ouvrir à la caserne de Beaune. Et ça sera que du bonheur pour Grenoble et pour Alpexpo. D'accord. Combien de semaines sont encore vacantes, je dirais, sur le calendrier annuel? Vous avez encore de la place? Nous avons encore de la place au niveau congrès. Au niveau salon, nous sommes en train d'intensifier les salons hébergés.
parce qu'en fait, c'est bien d'avoir nos propres salons qui viennent en haut de bilan, d'ailleurs, c'est très important. Et nous devons aussi accueillir des salons, comme nous accueillons le salon de l'étudiant du groupe Olarta, le salon des comités d'entreprise, le salon du vin, le salon du mariage, le salon du bébé. Ce sont des nouveaux salons du mariage, le salon du bébé, avec grand bonheur, et nous voudrions en accueillir 10 à 12 par an. Combien de visiteurs chaque année à Alpexpo Alors, à peu dans près? Vous avez pu le quantifier? Je l'ai quantifié hier, parce que hier j'ai préparé une présentation. Vous avez préparé l'émission? Et non, j'ai préparé une présentation pour le conseil d'administration. Et en fait, j'ai fait un calcul, nous avons à peu près 700 000 personnes qui gravitent dans Alpexpo par an. C'est colossal. C'est colossal, tout à fait. C'est très très bien. Alors on va reparler de ce SAM. Nous, on l'a connu sous le nom du SAM, le Salon de l'aménagement de la montagne. Il change de nom. Oui. Pour l'année prochaine, ça s'appellera, vous m'avez dit? Mountain Planet. Pourquoi est allé chercher un nom international? Parce que le SAM, c'est un salon international. Nous voulons garder et intensifier et même consolider cette légitimité internationale que doit avoir ce salon. Avec une reconnaissance de l'industrie française justement dans ce domaine. Sans conteste. L'industrie française est extrêmement importante et forte dans le domaine. Néanmoins, cette industrie, elle est de plus en plus orientée vers l'export, vers les pays asiatiques, vers l'Amérique latine, vers les pays du Caucase, la Russie, l'Europe du Nord. Donc nous devons les suivre, nous ne devons pas rater le train. Bien sûr, savoir-faire connu, reconnu en France, qui oui. s'exporte très bien. On a eu l'occasion avec différents industriels de pouvoir sûr, en parler. Oui. Vous connaissez déjà les dates de ce salon pour l'année prochaine? Oui, 23-25 avril 2014. Vous avez toutes les dates, tout le calendrier dans la tête pratiquement? Quasiment, oui. Quasiment. La foire, 1er 11 novembre 2013. Très bien. Merci mille fois d'être venu nous parler de ce salon. On va continuer à voyager ensemble, si vous le voulez bien. Je vais vous proposer maintenant quelques images, un extrait d'un documentaire que vous pouvez découvrir actuellement sur Montagne TV qui s'appelle Autour du lac Léman. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller vous y promener. Magnifique. C'est un endroit de rêve. Je vous propose d'embarquer sur un bateau qui s'appelle la Suisse, qui est un magnifique bateau à vapeur, belle époque, mais on descendra de temps en temps sur le rivage, côté suisse et côté français, pour découvrir un petit peu ce magnifique lac à travers sa grande biodiversité. Regardez quelques images et on se retrouve en ce qui nous concerne très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. N'hésitez pas à aller faire un tour à Alpexpo et dites bonjour à Madame Calmels de notre part. Merci mille fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Que le lac Léman en impose par sa taille reste une certitude. Mais la poésie et les richesses de ce site sublime sont elles aussi immenses. Trait d'union entre la France et la Suisse, le lac Léman reste en majorité propriété des Helvètes. Partons à la découverte d'un site jalousement préservé qui regorge de trésors culturels, humains, naturels et gastronomiques. Depuis toujours, nombre d'artistes sensibles à cette qualité de vie exceptionnelle ont choisi de s'y installer. Emprunter la Suisse, le magnifique bateau à vapeur Belle Époque de la CGN reste à n'en pas douter le plus charmant moyen de découvrir les merveilles côtières du Léman au cours d'une croisière ou de passer d'une rive à l'autre. Bienvenue à bord! La CGN a été créée, une fusion de 3 compagnies en 1873 et depuis là, elle assure au fond tout le trafic régulier et de plaisance sur le lac Léman avec des bateaux historiques mais aussi avec des bateaux modernes depuis 1873.